Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, le fait que l'homme ne soit plus nulle part sur la planète un loup pour l'homme, donc l'homme entièrement pacifié, qui a entièrement résolu tous ces problèmes psychologiques, toutes ces pathologies, les pathologies qui sont inhérentes à notre transformation entre un primate naturel et un humain abouti. En fait, par exemple, tout ce qui découle de l'agressivité de lorsque nous étions des primates naturels, eh bien, c'est transformé. Ça peut devenir l'agressivité politique, ça peut devenir la jalousie, ça peut devenir... Bon, bref, voilà, c'est des choses qui sont... Et par exemple, le fait de contenir notre désir de nous affirmer aux dépens d'autrui, chose qui était libre, en liberté, disons, lorsque nous étions des primates naturels. On pouvait s'accaparer l'objet ou quelque chose que détient le chimpanzé un peu plus faible, dominé, sans qu'une loi ne nous l'interdise, ne l'interdise. Pour l'homme, voilà, on a évolué et donc on est contraint normalement, on ne doit pas le faire. Alors quand on arrive à se frustrer ce désir et qu'on se fait violence à soi-même en fait, on serait du côté un peu de la névrose. Moi j'essaye d'expliquer ça de manière simplifiée, mais ça serait un peu, ça pourrait engendrer le névrosé, disons. Quand on cherche à s'affirmer quand même aux dépens d'autrui, à le maltraiter, mais tout en restant dans la légalité, eh bien, on est du côté peut-être de la perversion narcissique. Euh, et donc, c'est celui qui ne veut pas souffrir, qui ne veut pas se frustrer, qui veut dominer, par exemple, mais qui, voilà, c'est normalement, on est dans un système égalitaire entre hommes et femmes, mais si un des deux veut dominer, il va utiliser des stratagèmes de la perversion narcissique. Et donc, ça va faire ce type de pathologie. Euh, et ça va stimuler ce type de pathologie. Voilà. Etc., etc. Et donc, à mon sens, toutes les pathologies que l'humanité comporte, elles découlent de, de cette transformation, de cette chrysalide entre le primate naturel que nous étions et l'homme que nous sommes devenus. Voilà. Alors ça, c'est pour la petite introduction. Alors évidemment, cette finalité, eh ben, il faudra encore quelques siècles d'évolution. Et quand j'y réfléchis il y a quelques jours, là, jusqu'à présent, je parlais de 2, 3, 4, 5 siècles. Mais il est possible que ça prenne plus de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est notre orientation. L'humanité va vers cette direction. Et c'est même assez curieux que l'humanité ne cherche pas actuellement à savoir où elle va. C'est assez curieux que on le voit sur aucun écrit, ou très rarement, quoi. Et bon, il y a eu un petit peu les Fukuyama, pour qui l'histoire était finie, le système libéral s'était imposé, c'était le meilleur, etc., la démocratie libérale, et on voit bien que ça tient pas la route. Il n'est pas allé loin dans sa prospective. Ça sera dépassé, évidemment, le libéralisme
euh, voilà, il sera pas, il sera transformé par quelque chose de supérieur. Sur la mécanique universelle, je parle de symbiotisme, mais c'est obligé qu'on passe par un certain moment par une sorte de symbiose du meilleur et puis un système d'entraide absolue, donc la fin de la compétition violente, peut-être une compétition respectueuse d'abord, puis une compétition, puis la fin de la compétition, un travail vraiment de partenariat sur l'humanité, dans l'humanité, entre tous les groupes humains. Voilà, c'est un passage obligé dans notre futur. Et c'est assez étonnant que la réflexion humaine, là, on est 7 milliards d'êtres humains, ben, on n'en voit pas beaucoup apparaître. J'en ai jamais vu, en fait, de ces réflexions-là dans les décennies qui nous occupent. C'est assez incroyable. Bon, bref. Alors, je vais utiliser une émission de France Culture que j'aime beaucoup, avec philosophie, dans laquelle qu'elle consacre à, à une réflexion sur les sciences humaines, le déterminisme ou le libre arbitre. Bon, je ne vais pas prendre dès le début, parce que je l'ai juste picoré, donc je viens juste d'écouter un tout petit passage. On va essayer de partir de ce passage-là. Alors, c'est un peu une mise en parallèle entre Descartes et Spinoza à propos du déterminisme et du libre arbitre. Et à partir de ce qui va être dit, ben, je vais commenter, mais surtout, je vais commenter pas en tant que philosophe, pas en tant qu'universitaire, mais de façon tout à fait un peu naïve, un peu simpliste, un peu et surtout en lien avec la théorie que je développe. Voilà. Donc c'est pour préciser ma théorie et non pas pour faire une critique de ces sommités, parce que là, on est à un autre niveau de façon de s'exprimer, de faire circuler les idées. C'est extraordinaire à entendre, à voir. Alors on y va. Détermination, ça ne veut pas dire quelque chose de mécanique, puisqu'il peut y avoir un faisceau de causes qui interagissent. Il y a une concaténation, donc c'est pas du tout la causalité qu'on pourrait qualifier de la causalité strictement physique. La loi de chute des corps, par exemple, c'est pas la cause étant donnée, l'effet s'ensuit. Il y a une pluralité de causes qui nous déterminent. Et c'est précisément cela qu'il y a à comprendre. Et donc, une cause peut jouer contre une autre, une cause peut renforcer notre pouvoir d'agir et l'autre la diminuer. Donc c'est tout ce concours de causes qu'il s'agit de penser, causalité intérieure, causalité extérieure, ceux qui peuvent nous aider dans l'augmentation de notre puissance d'agir, ceux qui au contraire nous réfrènent. Voilà comment il faut penser une sorte de stratégie de la puissance d'agir. La béatitude, le moment où on est de soi à soi et on éprouve quelque chose, alors est-ce plutôt de la liberté, plutôt un sentiment que la raison nous gouverne et que c'est une très belle chose? Peut-être que c'est sur ce point délicat, ce point ultime, que Descartes et Spinoza ne disent pas exactement la même chose. On écoute d'abord Descartes qui parle vraiment d'un repos, de quelque chose d'assez agréable, et lui il en parle en termes de libre arbitre. C'est la lettre à Christine de Suède de 1647. Outre que le libre arbitre est de soi la chose la plus noble qui puisse être en nous, d'autant qu'il nous rend en quelque façon pareils à Dieu et semble nous exempter de lui être sujet, et que par conséquent son bon usage est le plus grand de tous nos biens, il est aussi celui qui est le plus proprement nôtre, et qui nous importe le plus. D'où il suit que ce n'est que de lui que nos plus grands contentements peuvent procéder. Aussi voit-on par exemple que le repos d'esprit et la satisfaction intérieure que sentent en eux-mêmes ceux qui savent qu'ils ne manquent jamais à faire leur mieux, tant pour connaître le bien que pour l'acquérir, est un plaisir sans comparaison, plus doux, plus durable et plus solide que tous ceux qui viennent d'ailleurs. C'est assez clair. D'être en osmose, en fait, vous savez que sur la mécanique universelle, la finalité, c'est l'extase, la béatitude, la joie, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on va appeler le souverain bien,
l'ataraxie, je ne sais pas, il y a plein de termes pour décrire cet état particulier de conscience qui est complètement différent de l'état ordinaire de conscience, de l'état ordinaire dans lequel l'humanité baigne. Là, voilà, dans ce village, tous ceux qui s'agitent, vit, travaille, va à l'école, va faire... c'est des psychismes avec un état ordinaire de conscience, comme moi quand je suis en train de travailler. L'état d'extase, c'est un état complètement différent, c'est un état de fusion totale avec le tout, et un état de contemplation, de bonheur, de plénitude, de jouissance totale, et surtout de liberté totale. C'est une sorte de liberté, mais c'est une liberté qui... alors, comment je l'explique sur la mécanique universelle? Ça, c'est un point important. En fait, c'est quand on est absolument plus libre, c'est-à-dire quand on est complètement agi par le principe créateur qui a pris possession de notre esprit d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans l'état d'extase, on parvient à vider son esprit, ou l'esprit se vide de lui-même pas accidentellement, comme par exemple dans l'expérience que j'ai faite, ça a été un accident, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, mais je me suis retrouvé avec un cerveau absolument vide qui ne pouvait que contempler, qui ne pouvait pas réfléchir, anticiper, se projeter, penser au passé, penser à l'avenir. Il ne pouvait pas, il était absolument vide. Et dans cet état de vide, ce qui va nous gérer, en fait, ce qui va nous prendre possession de cet esprit vide, ce qui va le remplir, c'est le principe créateur, c'est Dieu en somme. Hein, voilà, c'est ce que les religions appellent Dieu. Va prendre possession de nous, va jouir de, en fait, en pénétrant notre esprit, on ressent ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est de la jouissance. C'est ce qui fait qu'on jouit, c'est de l'amour absolu. Et c'est ce qui fait que dans l'état d'extase, c'est un état de jouissance absolue. Tout le corps est irisé de plaisir, de bonheur, de jouissance. Chaque cellule, chaque organe est en parfaite harmonie. Donc, et en fait, ça, c'est cette chose immatérielle, ce Dieu, qui est ce principe créateur qui, en prenant possession de notre corps, nous donne cette sensation-là. Ce qui me fait dire que, eh ben oui, les religions avaient raison de dire que Dieu est amour, en somme, que Dieu, c'est l'essence de l'amour. Nous, on parle de l'amour, c'est tellement vague, mais c'est l'essence de l'amour, c'est l'origine de l'amour, en fait. C'est pas l'amour tel qu'il se décline après, comme dans le banquet de Platon, c'est-à-dire du désir sexuel jusqu'à l'amour absolu, l'amour extatique. C'est l'amour extatique, en fait, c'est l'amour absolu là-dedans qui est donné. Et donc là, on est vécu par cette puissance. Donc on n'est absolument plus libre, mais on est totalement libre parce que c'est le principe originel qui vit à travers nous. Et ça, c'est le plus haut. On est libre parce que dans cet état d'extase, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus il n'y a plus rien qui peut empêcher cette liberté. L'extatique est en total... il n'y a plus personne qui peut lui faire peur, par exemple, parce que la mort, il n'y a pas d'anticipation. Donc, même s'il était menacé de mort, il ne fuit pas. Voilà, et c'est ce qui me fait dire que
les baleines ont atteint cet état d'extase finalement, parce qu'elles ont plus, elles ont pas de, de mémoire de ce qu'on leur a fait endurer. Elles nous fuient pas, elles n'ont pas peur, elles viennent quand même vers l'être humain. Donc, et l'extatique, il est dans cet état-là. Il n'anticipe pas ce qui peut se passer. Voilà. Alors que l'instinct n'anticipe pas ce qui peut se passer. Il n'y a plus d'instinct, en fait. Ah, ça, c'est... Je ne l'avais pas vu, d'ailleurs, dans ma réflexion. En fait, ce qui va faire qu'un singe, un primate naturel, va fuir au contact d'un danger, eh ben, c'est quelque chose qui le dépasse, c'est un instinct. Dans l'état extatique, cet instinct aussi a disparu. Il est plus là, il n'y a plus du tout de crainte. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que l'humanité devra absolument faire un paradis, un monde où il n'y a plus aucun danger possible pour l'homme, d'écarter tous les dangers pour pouvoir vivre cet état d'extase, parce que c'est un état qui se défend pas, quoi, qui est, c'est comme si un sage en extase, en méditation, un moine zen, dans cet état, il est vulnérable, voilà, il serait vulnérable. Entre guillemets, parce qu'il y a des choses qui se passent dans cet état-là qui fait que je pense que les prédateurs ressentent cet état-là. Et donc, ça peut influer sur leur façon d'agir, par exemple, sur quelqu'un qui serait en état d'extase. Mais ça, c'est juste une réflexion par-dessus. Voilà. Et donc, voilà, on reprend. Où est-ce qu'on est? Non, je vais même arrêter là et, pour cette vidéo et j'en ferai une autre dans la foulée. Voilà, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas, si vous pensez que... Alors, moi, je suis beaucoup sur TikTok maintenant, je fais des petites vidéos là-dessus. C'est vrai que j'avais dit que je ferais un lien, mais bon, j'essaierai. Et donc, mais si, voilà, le site, le YouTube de la mécanique universelle est toujours efficace, mais malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps en ce moment. Mais j'espère que je vais pouvoir récupérer du temps pour continuer à faire ces vidéos qui me paraissent intéressantes, même si elles sont touffues, complexes, longues, etc. Elles ont quelque chose de... Elles ont un intérêt, je pense. Alors, donc, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net qui est toujours écrit en dessous des vidéos. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça, ça donne un peu de visibilité. Alors, malheureusement, mon autisme fait que je ne sais pas bien entretenir les conversations. Ça serait bien qu'il y ait un peu plus d'interaction et plus de visibilité sur ces vidéos et que les gens puissent parler ensemble. Mais bon, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est comme ça pour l'instant. Tant pis, c'est le monde. Allez, à très bientôt. Merci, au revoir.